bien, bonjour Franck. Bonjour Chloé. Je suis vraiment ravie de vous interviewer aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous à Paris. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Lyon pour cette interview. Alors pour les personnes qui nous regardent et puis pour vous remettre dans le contexte, depuis 2023, j'ai pris contact avec plusieurs personnes, des personnes que j'appelle inspirantes, de par leur parcours, leurs ouvrages, comme c'est votre cas. Dans votre cas également, vous êtes coach, formateur. Vous avez justement beaucoup parlé de l'optimisme, de la gentillesse, on va en parler aujourd'hui. De l'innocence. De l'innocence aussi, bonheur. Exactement, pouvoir des innocents. Et on va en parler dans les dynamiques relationnelles. Vous venez de m'expliquer en off que vous accompagnez aussi des personnes dans la préparation mentale, notamment les sportifs. Ouais. Donc je vais vous laisser vous présenter. Ouais. Et puis aujourd'hui, on va parler justement de ces sujets-là pour que les personnes puissent avancer dans leur cheminement, réfléchir, évoluer. Puisque c'est le but. Ça marche. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc je m'appelle Franck Martin. Oui. J'ai 63 ans. Ah, J'essaie de ne pas les faire. Ah, je les ai pas dans ma tête. Je me suis arrêté à 40. Non, ouais. On me dit c'est un fou, peu. vous les faites pas du tout. Je m'entretiens. Et puis surtout dans ma tête, je me suis arrêté à 40, effectivement. Je vais m'arrêter à 30 ans. Là. Ça dépasse pas les 40. Je suis Ritalo-niçois d'origine. J'habite à Lyon en fait depuis maintenant très longtemps, depuis 1967. J'ai passé 1 an à Nice. Ah super, super, super. Moi Et j'ai 2 toute à ma Lyon. famille à Nice encore. C'est sympa Nice. Ouais, c'est très chouette. J'ai 3 enfants, des grands enfants, une grande fille de 41 ans, un grand garçon de 38 ans et une petite fille entre guillemets de 30 ans. Et j'ai 4 petites filles, donc 2 petites jumelles et puis 2 petites filles de mon fils. Voilà, donc ma dernière n'a pas encore d'enfant. Que vous dire d'autre? J'ai eu 2 métiers. Un premier métier pendant 10 ans qui était le marketing et la publicité. J'ai de formation commerce, école de commerce. J'ai fait un petit peu de droit, mais je me suis vite arrêté, ça m'a pas plu. J'ai pris de gauche. Et puis j'ai fait de la publicité ensuite pendant une dizaine d'années. D'abord dans des agences comme chef de publicité. Et puis très rapidement, parce que je supportais pas l'autorité. J'avais un problème avec l'autorité à ce moment-là. J'ai créé ma propre agence de publicité en m'associant avec un de mes copains et puis un groupe franco-américain. Et pendant 3 ans, donc c'était à l'époque où la publicité marchait de manière incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu le roman Bec BD 99 francs. Non. Voilà, on était dans cette espèce d'ambiance folle, une ambiance un peu déjantée de la publicité. Et nous, on était très jeunes et nos associés américains nous ont dit, écoutez les enfants, vous êtes très bons, vous prenez beaucoup de nouveaux clients, vous êtes hyper créatifs, par contre vous n'avez aucune rigueur, vous êtes nuls en management, il va falloir vous faire accompagner. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était dans les années 80, c'était juste avant les années 90, on ne parlait pas de coaching, on parlait de conseil. Et donc ils nous ont mis dans les pattes une nana extraordinaire avec qui je suis toujours ami aujourd'hui, qui s'appelle Geneviève Ladzinski. Et en travaillant avec elle, je me suis dit, mais c'est pas possible, quand je serai grand, je veux être Geneviève. Voilà, et donc j'ai suivi les traces de Geneviève, je me suis intéressé de très près au courant de pensée de l'école de Palo Alto. Donc je suis parti un petit peu aux États-Unis, puis beaucoup un peu à droite à gauche, à Bruxelles. C'est la systémique, non? Oui, c'est la systémique, mais c'est pas que ça, c'est l'origine de la programmation neurolinguistique, c'est l'origine c'est là où Greenberg et Bandler sont allés puiser toutes leurs sources. Et donc, je suis tombé dingue, on va dire, en extase devant des gens comme Carl Rogers, comme Paul Watzlawick, des gens extraordinaires comme ça que j'ai pu lire et travailler en fait. Et donc, du coup, j'ai revendu mon agence de publicité et en 1991, j'ai créé ma petite entreprise Congruence, dont le métier depuis maintenant 33 ans consiste à travailler sur ce que j'appelle moi l'harmonie des hommes et des stratégies. Et puis surtout, puisque c'est ça en fait le truc très concret, de voir comment on peut créer des relations de confiance et de complicité dans les équipes. Quelles que soient les équipes, donc les petites équipes d'entreprise, dans le public, dans le privé, dans des toutes petites boîtes ou des très grosses boîtes, ou dans des équipes de sport de haut niveau, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir accompagner des belles équipes et des gros entraîneurs au niveau de l'équipe de France, de football, de tennis, chez Renault Sport, et dans plein d'autres domaines, voilà, avec la Coupe Davis aussi. Enfin, voilà, je me suis régalé et je continue de me régaler. Ah ben j'imagine. Voilà. Et vous avez aussi des particuliers, entre guillemets, des personnes qui viennent vous voir pour du coaching de vie ou pas du tout? De temps en temps, en fait, moi je suis très orienté entreprise,
Mais comme on arrive à créer, moi je suis vraiment dans une forme d'accompagnement qui est autre que le coaching, je fais vraiment du counseling. Donc le counseling, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu différent. Voilà. Ouais. Et donc du coup, ça amène très très rapidement les gens avec lesquels on crée vraiment des relations de proximité. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai pas un de mes clients avec lesquels il n'y a pas une relation d'amitié. Voilà, quel que soit le contexte, et surtout dans les entreprises. Donc en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que soit le client lui-même, le demandeur ou le patron de l'entreprise qui m'envoie éventuellement des gens, soit les gens parfois qui m'envoient, peuvent être amenés à me demander à travailler sur des problématiques perso, qui peuvent être des problématiques de couple, des problématiques de dépouillement personnel, plus que de développement, plutôt de dépouillement personnel, je préfère ça. Et voilà, et puis je le fais de temps en temps. Voilà. Mais l'essentiel de mon métier aujourd'hui, c'est effectivement de la formation de groupe, de l'accompagnement d'équipe. Donc je recrée ou je crée tout court dans des équipes des contextes d'amitié, des contextes de complicité. Voilà. Donc je travaille sur un adage de Paul Václavic qui disait que la relation primait sur le contenu. Voilà, en fait, donc moi depuis 33 ans, je creuse ce sillon-là avec l'idée que quels que soient les contextes, que ce soit un gamin ou une gamine à l'école avec son professeur, que ce soit une personne avec son patron ou avec ses équipes, on a beau avoir le plus beau des contenus, la plus belle des matières, si vous ne prenez pas le temps de créer une relation de proximité et de confiance avec la personne en face de vous, le contenu, aussi beau soit-il, sera pris pour, pardonnez-moi le mot, de la merde. Voilà. Et donc ça a été mon obsession. Et donc depuis maintenant 33 ans, au-delà de tous ces outils qui sont formidables, moi j'ai beaucoup travaillé donc bien sûr sur la programmation neurolinguistique, j'ai beaucoup travaillé sur le clean language de David Grove, sur l'analyse transactionnelle, j'ai travaillé sur la modélisation, j'ai travaillé sur l'hypnose ericksonienne, enfin tous ces trucs-là extraordinaires. En fait, moi j'en ai fait une espèce de synthèse et je fais, entre autres au travers de mes petits bouquins, je me fais ma petite sauce à moi. Voilà. Oui, je pense que c'est important. Et je trouve ça intéressant qu'on en parlait juste avant de tourner, quand vous dites, bah voilà, on va dire officiellement, j'accompagne plutôt les entreprises, les équipes, mais en fait, comme il y a une relation de proximité, les personnes viennent me voir aussi pour les problèmes perso. Et d'ailleurs, on pourrait croire que le coaching d'entreprise, c'est très lointain, très corporate, mais en réalité, il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de relationnel, de systémie, de psychologie. Et en fait, il y a beaucoup d'humains dedans. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a que ça. De toute façon, depuis qu'on est arrivé au monde, le monde n'est fait que de rencontres. Et on nous apprend tout sauf la rencontre. Quand on arrive au monde, notre seule obsession, c'est on arrive quand même dans un endroit qui est quand même un endroit violent. Quand je dis violent, c'est pas violent au sens où un bébé n'est pas dans la violence, a priori, hein, sauf dans certains contextes sociaux ou dans le monde. Mais on passe d'un univers qui est la protection du ventre de sa maman, où on est tout amour, hein, où tout est infini, où on n'a aucune frustration. Et tout d'un coup, on débarque un peu violemment dans un système où tout d'un coup, d'ailleurs, on passe d'un système aqueux à un système aérien, donc c'est quand même violent. Et puis tout d'un coup, on nous enfourne dans le nez des petits trucs pour nous aspirer les glaires, pour pas qu'on s'étouffe, et puis on nous pique le doigt pour savoir quel résus positif ou négatif on est en termes de sang, et puis on vous emmaillette dans... Enfin, c'est un truc de dingue. Et en fait, ce petit bout de chou, il ne va avoir que pour obsession que de savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit être, pour obtenir le maximum d'amour pour survivre. Voilà. Alors vous avez des tout petits bouts de chou, ça a été prouvé par Boris Cyrulnik, entre autres, qui vont commencer à faire leur nuit, et qui font immédiatement des liens de cause à effet non intellectuels, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de réfléchir, parce qu'ils ne pensent pas, entre le calme qu'ils font quand ils commencent à faire leur nuit, par exemple, et ce qu'ils obtiennent en retour, c'est-à-dire l'amour et l'énergie d'amour de ses parents. Donc c'est un truc incroyable. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que la relation à l'autre, dès le départ de nos vies, est importante. Et nous fabriquons nos égos, nos personnes, par le biais des rencontres au monde. Voilà. C'est pour ça, c'est ce qui explique d'ailleurs que dans une fratrie, par exemple, moi j'ai 2 petites filles qui sont des petites jumelles, qui ont 3 ans, qui sont des vraies jumelles, des monozygotes, et vous les voyez toutes les deux, au-delà du fait qu'elles se ressemblent merveilleusement physiquement, en plus elles sont belles comme tout, elles sont totalement différentes. Elles ont été en relation avec des gens autour d'elles, et elles ont vécu cette relation de manière totalement différente.
Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous connaissez dans la Bible, il y a un truc qui était rigolo, hein, un des apôtres, donc, qui était saint Thomas, et qui disait « Je ne crois que ce que je vois ». Hein, ça, c'était quand Jésus avait ressuscité, et donc lui, il était pas là. Et tous les autres apôtres lui disaient « Tu sais, ah non, moi je ne crois pas, je ne crois que ce que je vois ». Et bien celui-là, il a un cousin germain qui s'appelle saint Mathos. Alors cherchez pas, c'est pas vrai. Ah, okay. Mais saint Mathos, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vit, il ne voit que ce qu'il croit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, vous connaissez cette phrase de Carl Rogers, hein, ça n'est pas la réalité qui nous limite, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est pas le monde qui nous limite, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Ben là, c'est exactement ça. En fait, dans la vie, on passe notre temps à ne vivre que ce que l'on croit de la vie. Et ça se construit depuis le tout petit âge. Et ça se construit au fur et à mesure de notre vie. Et tant qu'on ne s'en rend pas compte, eh ben, on peut souffrir. Tout à fait. Belle entrée en matière, il va falloir vous accrocher. Mais merci beaucoup pour cette introduction. Je trouve ça vraiment très intéressant que vous ayez, qu'on se tutoyait, que tu aies vraiment développé en fait, cette science, cette connaissance autour des liens d'attachement, parce que finalement ça apporte vraiment quelque chose de différent dans ton approche. Et je comprends mieux maintenant le lien avec l'optimisme, la gentillesse. L'innocence. L'innocence. Je sens que tu as envie d'en parler. Non, pas forcément, mais c'est quelque chose de très intéressant parce que, justement, dans un des bouquins qui s'appelle Les super pouvoirs de l'innocence, l'idée, c'est pas du tout un bouquin sur les enfants. D'ailleurs, je trouve que le titre, on l'a mal choisi. Tu vois, j'avais checké tes ouvrages et j'avais pas pensé aux enfants, tu vois. Alors, beaucoup de monde, parce qu'en plus, l'illustration de la première de couverture est un dessin un peu style Saint-Exupéry. Okay. Mais effectivement, l'idée, c'était de dire on a en nous des super pouvoirs qu'on a depuis tout petit, dont on se sert tous les jours, des pouvoirs qui nous ont servi à nous adapter au monde et à nous sécuriser, à un peu nous sauver. En programmation neurolinguistique, ça s'appelle les généralisations, les omissions et les distorsions, les GOD, comme je le dis souvent à Brigitte. Ah non, on n'a pas appris que c'était les GOD. Mais... Moi j'appelle ça les GOD, justement. D'accord, ok. Voilà, avec le double sens. Je vais dire ça en formation, les GOD. Et en fait, ces trois procédés qui sont des procédés absolument géniaux pour s'adapter au monde. Pour la généralisation, c'est le truc basique, vous le connaissez, hein, c'est un petit gamin qui sait ouvrir une porte, il sait ouvrir toutes les portes. L'omission, c'est un procédé extraordinaire qui nous permet de mettre sur off quand on a des émotions, des contextes qu'on ne sait pas vivre. Hein, donc émotionnellement, quand on ne sait pas vivre, on met sur off, et puis ça fait après le choura de tous nos psychologues et nos psychiatres. Et puis les distorsions, c'est la créativité. On crée des liens de cause à effet entre des choses qui ont au départ pas forcément des liens. Et ça, c'est génial, ça nous permet de nous adapter. Ça, c'est l'innocence. Et ces mêmes procédés, nous les utilisons inconsciemment dans nos modes de pensée, entre autres dans le mental, pour croire qu'on se protège, alors qu'en fait, on se détruit. On fait des belles généralisations. Par exemple, je me fais mordre par un chien, et je vais en conclure que tous les chiens mordent. Sauf que c'est juste pas factuel. C'est une génération protégeante, mais c'est juste pas factuel. Il y a plein de chiens qui sont vachement sympas. Et puis du coup, quand je fais ce type de généralisation-là, je fais des belles omissions, c'est-à-dire que j'oublie de penser qu'il y a des tas de chiens qui sont vachement sympas. Et je fais cette espèce de focalisation sur une expérience qui devient pour moi une expérience généralisée. Et puis je fais des relations de cause à effet, je crée des liens entre des choses qui n'ont aucune relation entre elles et qui ne sont pas factuelles. J'ai un jour un de mes clients qui me dit « Tiens, je travaille dans mon entreprise et il y a une jeune fille avec laquelle je travaille, elle ne me sourit pas, je crois qu'elle ne m'aime pas. » Et donc moi, bien sûr, je repère tout de suite cette espèce de distorsion, ce point non factuel, qui l'amène, lui, à construire un monde qui fait que, quels que soient les comportements de cette nana, il a vraiment l'impression qu'elle ne l'aime pas. Sauf que là, je lui pose la question basique, hein, je lui dis donc, en quoi le fait qu'elle ne te sourit pas veut dire qu'elle t'aime pas? Elle me dit, bah Franck, quand même... Stabiliser le critère. Voilà, Franck, si quand même, les gens qui t'aiment, ils sourient. Ah, d'accord, je te pose une autre question. Est-ce que tu connais éventuellement des gens qui ne te sourient pas, mais qui pourtant t'apprécient et t'aiment? Oh, écoute, avec honnêteté, oui, ça a dû m'arriver. Ok, je te pose encore une autre question. Est-ce que tu connais des gens qui te sourient, qui t'aiment pas? Donc bien sûr, il éclate de rire et il comprend qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Ouais. Et alors ces fameux godes, ce sont des choses qu'on met en place et qu'on utilise de notre innocence, mais qu'on n'a jamais appris à traduire dans un cadre précis, positif et factuel. Voilà. Donc ça, c'est ma manière à moi d'expliquer le métamodèle du langage. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez définir les termes suivants, parce que c'est des termes que vous avez employés dans vos ouvrages et sur lesquels vous avez basé justement vos ouvrages, donc la gentillesse,
l'optimisme et justement l'innocence. Et même le bonheur, on pourra en parler. Ouais, mais oui, Ouais, ça bien sûr, bien m'intéresse. sûr, bien sûr. La gentillesse, pour moi, c'est l'amour en action, déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une culture sociale et médiatique qui ne met pas la gentillesse en avant. On a tous ces films qui vous font penser que la gentillesse est nulle et qu'on est con quand on est gentil. Dîner de con, le Père Noël est une ordure, enfin, les chiens qui ont fait un sketch incroyable sur la gentillesse. Et en fait, pour moi, la gentillesse, c'est vraiment l'amour en action. C'est le fait d'être attentif à l'autre, sachant que pour moi, le côté pas con de la gentillesse, puisque souvent on nous dit, moi j'ai des chefs d'entreprise qui disent non, surtout dis pas que je suis gentil, sous-entendu, ils ont vraiment l'impression qu'on les insulte quand on leur dit qu'ils sont gentils. Le pendant de la gentillesse, qui fait que la gentillesse est on n'est jamais suffisamment gentil, c'est justement le cadre. C'est à la fois le cadre avec les autres et c'est le cadre avec soi-même. C'est d'abord être gentil avec soi-même, c'est jusqu'où je m'autorise à aller ou à ne pas aller, et aussi très concrètement, à un moment donné, c'est comment je mets des limites à ma gentillesse. Et comment je suis moi-même responsable de ce que je fais. Je vous donne un exemple. Quand j'étais étudiant à Paris, j'étais dans une école qui était les FAP, qui était la section marketing et pub qui s'appelait l'EMP, école marketing et de la publicité. Et puis donc l'école était rue Pierre Charon. Et un jour, donc, je suis sur les champs et je dois traverser les champs pour rejoindre mon école. Et je vois une petite dame aveugle. Et donc, du coup, je suis très sensible à ça, puisque moi, je suis né malvoyant. Je suis aveugle de l'œil droit, et puis mon œil gauche a été opéré, et donc, du coup, j'ai récupéré une vue normale de l'œil gauche, mais pendant très longtemps, j'ai eu une très très mauvaise vision, je voyais quasiment pas. Et donc, je suis hypersensible, donc je vois cette petite dame, et donc, je la prends, je l'embarque, et je vais vous aider à traverser, et elle se retourne, elle me dit, mais foutez-moi la paix, quasiment en me donnant un coup de canne dans la figure, quoi. Et quelque part, j'avais été choqué par cette expérience-là, parce qu'en fait, ma gentillesse n'était pas forcément reçue à la hauteur de ce que j'aurais aimé moi. Alors, ce que je dis souvent sur la gentillesse, c'est que d'abord, la gentillesse, elle est universelle. Elle est chez tout le monde, contrairement à ce qu'on croit, y compris chez les gens qu'on peut traiter de salauds, parce qu'il y a en chacune et en chacun de nous cette espèce de double sas de la pièce, où on est tous des gentils ou des salauds pour les uns et pour les autres. Moi, je me force d'être le plus gentil possible, mais je sais que je ne le suis pas toujours. Mais peut-être que quand je suis gentil, je suis un vrai salaud aux yeux des autres. Le pire des salopards est, aux yeux de ceux qui l'aiment, quelqu'un de merveilleux. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et ça, c'est vachement important, parce que on part très souvent en croisade. Ah, mais quand vous dites ça, vous dites quoi, en fait? Par exemple, je dis que, et je parle de la relation, puisqu'on parle de cette notion de relation, de proximité, de compréhension de l'autre, c'est que le seul moyen pour moi de ne pas déclencher une guerre avec quelqu'un, et entre autres un conflit, c'est de voir que dans les comportements que moi je juge comme méchants de la part de l'autre, lui, quand il est méchant, il répond à quelque chose qui est cette notion de bénéfice pour lui, bien sûr, mais au-delà du bénéfice, j'aime pas ce terme-là en PNL, je trouve ça nul, c'est d'abord de sauvegarder quelque chose d'essentiel pour lui. Donc quand quelqu'un me dit non à moi, le premier réflexe que j'ai, c'est à quoi il se dit oui à lui quand il me dit non à moi. Quand moi je juge que quelqu'un m'attaque, la première des questions que je me pose, c'est de quoi il se défend lui quand il m'attaque moi. Et ça change tout dans la relation. Ça me permet de me mettre dans une vraie position méta, de me mettre dans une vraie position de recul, d'observation, et surtout de ne pas prendre les choses pour moi, et puis surtout de pouvoir continuer de créer la relation qui prime sur le contenu. Alors moi, il y a plusieurs questions qui me viennent. C'est un exemple qui est un super exemple, parce que ça pose les choses, c'est simple, ça nous permet de réfléchir par rapport à ça. La première question qui me vient, c'est d'accord, c'est bien beau de voir la gentillesse chez tout le monde, mais je prends ça ne veut pas dire qu'elle est tout de suite chez tout le monde, ça veut simplement dire que, y compris dans les comportements négatifs, la première question que je me pose, je ne suis pas fou non plus, hein, je vais vous voir que le type en face de moi, il peut être sec, ou il peut être méchant, ou attaquant, etc. Le seul moyen pour moi de continuer la relation et d'aller au bout du bout de cette relation, parce que c'est vraiment essentiel pour moi de ne pas déclencher le conflit, voire même de l'apaiser et de voir comment on peut communiquer, c'est d'abord, de ne pas prendre les choses pour moi, deux, éventuellement de me rendre compte que le comportement de l'autre peut faire naître chez moi des émotions dont il n'est pas responsable. Je suis responsable de mes sentiments et de mes émotions. Et ensuite, derrière, de pouvoir, parce que j'ai fait cette espèce de travail de prise de recul,
lui poser la question. Si on prend le cas, par exemple, sans aller dans les extrêmes, même si on pourrait littéralement parler de terrorisme, par exemple le cas d'une agression. Ouais. Je trouve que c'est un peu simple de dire bah tu n'es pas responsable de l'émotion générée par l'agresseur. Bah ouais, enfin il vient me violer quand même quoi. Enfin... Non, ouais, alors oui, Voilà. ça, bien sûr. Bien sûr, c'est pas que je ne suis pas responsable, j'ai mes émotions, on est dans un contexte là qui est terrible, et bien sûr il ne s'agit pas là de dire, ah ben alors pourquoi tu me violes non, Ouais. non, bien sûr, là on est dans un truc qui est vraiment... Comme du crime, hein. Oui, oui, bien sûr. En revanche, lorsque cette personne va passer en jugement, le seul moyen d'amener cette personne éventuellement à comprendre ce qu'il a fait, ses actes, et surtout à voir comment il peut rentrer lui dans un mode de réparation de ce qu'il est, hein, eh bien c'est justement comment. Il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit de ne pas condamner, je ne parle pas de la loi, hein, je parle de l'humain, d'être conscient que si cette personne est amenée à faire ce qu'il a fait, qui est un acte dégueulasse, pourri, répréhensible, il y a derrière cet homme-là, y compris le pire des salauds, quelque chose qu'il va falloir comprendre pour l'aider à le dépasser. Voilà. Et ça, y compris le pire des salauds. Je prends souvent l'exemple d'Hitler. Je ne suis pas en train de faire l'apologie, hein, surtout pas. Mais quand vous vous intéressez un tant soit peu à ce qu'il a amené à être ce qu'il a été, 60 millions de morts hein, quand même, grâce à lui, hein, si j'ose dire. Donc je suis quand même pas fou, je sais de quoi je parle. Il n'en demeure pas moins que ce type-là se défendait d'un certain nombre de choses. Un, il se défendait de quelque chose d'assez juste qui était le traité de Versailles, où on a mis l'Allemagne dans un contexte qui était un contexte impossible à vivre pour les Allemands en 1918. Et puis, bien sûr, de sa folie tarée, de l'impression d'être attaqué par la juiverie mondiale. Lui, c'était ça son truc, il se défendait de ça. Et les Allemands autour de lui vénéraient ce mec-là. Alors je ne suis pas en train de dire que c'était un mec bien, je suis juste en train de dire que derrière sa façon d'être, il y avait chez lui des choses qui expliquent qui était cet homme. Et que la façon de pouvoir parler à des gens comme cela ne consiste pas à les faire taire une bonne fois pour toutes, mais au contraire, d'aller chercher, d'aller comprendre, et au-delà de comprendre, d'essayer de voir comment on peut les amener à changer ces fameux godes dont je vous parlais tout à l'heure, et de leur expliquer, de leur faire comprendre qu'ils font des belles généralisations, ou des distorsions complètement dingues, ou des omissions complètement folles. C'est ça l'idée. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que là, quand on donne ces exemples-là, on n'est pas en train de minimiser l'impact des actes de crimes que a eu justement ce génocide sur des millions de juifs et même sur des pays, des populations entières. En fait, et c'est important de le préciser parce que je trouve que tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure en disant que voilà, il y avait beaucoup de banalisation, beaucoup de mauvaise compréhension aussi. Le crime, ce qui s'est passé, c'est une chose et c'est répréhensible. C'est le crime et c'est la loi et c'est horrible. Maintenant, si on veut regarder plutôt dans un cadre d'amélioration de l'humain, de compréhension de ce qui a pu l'amener à faire ça dans sa représentation du monde, si on voulait amener un changement, il faudrait alors le comprendre comme ça. Il faudrait surtout aller chercher et l'amener vraiment à comprendre par le biais de questions que l'on connaît bien, comme je viens de le faire tout à l'heure, avec cet ami qui dit que cette nana ne lui sourit pas et qu'elle ne l'aime pas. Et donc il construit une vie et une croyance autour d'un truc qui est totalement non factuel et faux. Et ça se déconnecte. Ça se comprend, ça s'entend, ça s'écoute, ça se prend et ça se déconnecte pour l'autre. Voilà. Quand par exemple vous avez des gens comme vous avez à un moment donné Patrick Cohen sur France Inter ou je crois sur C5 et qui disait qu'il y avait toute une liste de gens qu'il ne recevrait jamais en interview. J'avais envie de lui dire mais quel dommage, mais quel dommage, il ne s'agit pas de leur donner la parole parce que lui il dit et c'est juste la façon dont il le dit, je les recevrai jamais parce que je ne veux pas leur donner une portée à leurs idées. Mais c'est un moyen, à un moment donné, de parler avec ces gens-là. Surtout ne jamais s'interdire de parler à ces gens-là pour pouvoir les amener à comprendre qu'éventuellement, ils font fausse route. Et il y a des tas de moyens de leur faire comprendre qu'ils font fausse route. Il y a ce qu'on appelle le recadrage en programmation neurolinguistique, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a des tas d'outils merveilleux. Mais vous parliez tout à l'heure des conflits en entreprise. Et ça, c'est la gentillesse, pardon Chloé. D'accord, ouais. Pour moi, c'est ça, la gentillesse.
C'est pas juste le fait de partir en croisade, essayer de voir comment je peux. Sinon, on fait comme les croisés, hein, on part et on évangélise le monde entier. Sauf que quand on évangélise, on tue tout le monde aussi, hein, et on n'est pas très gentil. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, donc ça veut dire ne pas condamner. Ouais. En même temps, s'autoriser à recadrer. Mes enseignants PNL, ils nous demandaient souvent, selon vous, qu'est-ce que la bienveillance? Et après, ils nous expliquaient que la bienveillance, c'était pas forcément tout le temps de brosser dans le sens du poil pour plaire à la personne, mais c'était aussi être capable en fait de lui montrer qu'elle fait fausse route. Bien sûr. Mais, et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'optimisme et l'innocence pour vous? Alors, l'optimisme, pour le coup, c'est c'est être hyper factuel. Pour moi, l'optimisme, c'est pas l'optimiste qui a des grosses dettes et qui va aller jouer au loto en se disant je vais gagner et je vais pouvoir rembourser mes dettes. C'est absolument pas ça. L'optimisme, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision tout à fait factuelle du monde, qui est capable de vivre l'instant présent, ici et maintenant, et donc qui est capable de vivre le bonheur, c'est-à-dire à la bonne heure. Pour moi, le bonheur, c'est la bonne heure, c'est être heureux, c'est être dans l'heure, c'est vivre ici et maintenant. C'est être capable de jouir de l'instant présent, quel que soit le contexte. C'est ça pour moi le bonheur. Sachant qu'il y a une chose qui est importante, et ça touche aussi à la notion d'innocence, c'est que, et les enfants le sont complètement, justement, c'est que les enfants, eux, ils sont totalement zen. Ils sont en dehors de tout espace et de temps. Ils n'ont aucune représentation du temps ni de l'espace. Ils sont exclusivement ici et maintenant. Ils peuvent passer d'une seconde à l'autre d'une scène de pleurs terribles parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir eu un bonbon ou un jouet, à tout d'un coup un éclat de rire formidable, d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre. Et ça, cette notion d'innocence, c'est ça, c'est cette capacité à pouvoir vivre avec ces super pouvoirs justement que nous avions. Et le bonheur qui l'accompagne, c'est justement avoir en tête des petites choses toutes simples. C'est d'abord, la vie est une matière première. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est en face de moi et qui juge la vie comme étant bonne ou mauvaise, il y a des tas de gens qui me disent « Ah putain, la vie dégueulasse avec moi, c'est injuste, etc. » Et moi je dis simplement « Attends, la vie est comme elle est. » Virginia Satir, entre autres à Palo Alto, elle disait la chose suivante, elle dit « La vie n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme elle est. » Et je suis, moi, un alchimiste. C'est-à-dire que moi, mon job, si j'ose dire, c'est même pas mon job, c'est ma vie, quoi, au quotidien. Mon quotidien, c'est de voir comment je peux transformer ce que la vie me donne en quelque chose de positif. Voilà, du mieux que je peux. Donc c'est tout simple. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple au sens où, si par exemple, mon bien-aimé ou ma bien-aimée a un accident et qu'il y a un truc grave ou que j'ai quelqu'un dans ma famille qui meurt, ça ne veut pas dire que je ne vais pas éviter la tristesse. On est bien d'accord. Mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de le faire avec. Donc la première des choses, c'est de voir comment je peux effectivement jouir de la vie en acceptant de manière inconditionnelle ce que la vie me réserve. Tous les matins, la vie me pose devant ma porte des choses pour lesquelles je n'ai pas le choix. Des choses que je juge, moi, comme bonnes ou mauvaises. Mais les enfants, ils ne jugent pas les choses comme bonnes ou mauvaises. Dans l'innocence, ils prennent les choses. Ça les emmerde peut-être, ça les fait peut-être pleurer. Mais d'un moment à l'autre, ils sont capables de changer complètement les choses. Ils ne se fixent pas. C'est ça l'innocence. Retrouver ces dons de l'innocence que nous avons en nous quand on est conscient, effectivement, que la vie, c'est des choses inconditionnelles qui nous arrivent. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que donc, du coup, la vie, elle vous réserve tout et n'importe quoi, mais elle vous réserve aussi des relations, qui parfois peuvent être faciles ou parfois difficiles. Ça aussi, je suis bien obligé d'accepter de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. Donc si je suis en train, par exemple, de défendre quelque chose mordicus, que j'ai fait un travail de folie, et que mon patron en face de moi me dit « Dis donc, Franck, t'as pas dû mettre longtemps pour faire ton boulot, là. C'est un peu merdique quand même, je trouve pas ça très abouti. » Alors que moi, j'y ai passé 36 heures. Mon premier réflexe, c'est de ne pas être d'accord avec l'autre. Et donc de lui dire, moi c'est ce que j'entends souvent en entreprise, je ne peux pas te laisser dire ça. D'abord, je suis bien obligé de lui laisser dire ce qu'il veut, d'accord? Ou alors j'ai des gens qui disent, ah je peux pas entendre ça. Ah ça c'est autre chose. Tu peux peut-être pas l'entendre d'abord. Je suis obligé de lui laisser dire ce qu'il veut, mais je vais bien être obligé de l'entendre puisqu'il le pense. C'est pas parce qu'il le pense que c'est vrai pour moi, que c'est vrai par généralisation. S'il le pense lui, c'est que c'est vrai pour lui. Et la seule obsession que je dois avoir et c'est mon obsession, créer la relation, entretenir la relation, pouvoir discuter pour éviter tout conflit, c'est d'aller dans le détail de ce qu'il pense. Et donc, du coup, je le dis souvent, de ne pas balancer comme ça, alors là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est juste
dire, ok, j'entends ce que tu dis là, je ne le comprends pas comme ça, mais maintenant on va jouer à Sherlock Holmes ensemble et je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Sur quoi tu te bases pour dire que mon travail n'a pas été bon? Et quand tu dis mon travail, est-ce que c'est tout mon travail ou une partie de ce travail qui pour toi est obsédante? Et éventuellement, dans mon travail que tu généralises comme pas bon, est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent quand même? Et donc du coup, on va faire ensemble un travail de précision, de dissécation un peu, et qui va, lui, l'amener éventuellement à changer son point de vue, moi, à comprendre de quoi il fait son point de vue, et à pouvoir, au vrai sens du terme, collaborer, travailler ensemble. Ou co-amourer, vivre ensemble. Ouais. Les situations maintenant qui me viennent en tête, c'est les situations où nous, on a une attitude de cette manière-là, donc une attitude d'apprentissage, de prendre soin de la relation, de se remettre en question aussi pour ne pas laisser notre ego tout de suite bousiller cette communication, mais que l'autre n'est pas dans cette mouvance-là, que ce soit un patron, un collaborateur, notre conjoint aussi. Comment faire? Alors, j'allais dire c'est simple. Non, c'est pas simple, mais en tout cas, il y a des choses qui sont simples et qui peuvent vous permettre d'avancer là-dedans. La première des choses, rappelez-vous de ça, ça fait partie des basiques. C'est celui qui dirige la communication, c'est le plus souple, c'est pas le plus rigide. Ça, c'est un des présupposés de base. Celui qui dirige, c'est le plus souple, c'est pas le plus rigide. Bah ouais, mais quand on est... moi, je suis salariée et je suis souple face à mon patron. Est-ce que je dirige réellement? Et quand je suis dans un mariage, ok, je suis souple, mais on est mariés en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est à la fois très similaire et très différent. Avec un patron, d'abord, il faut définir ce que ça veut dire qu'être souple. Parce que souple, c'est une belle généralisation en termes de métamodèle. Donc souple, ça veut tout et rien dire. Oui. Voilà. Donc la première des choses, c'est quoi être souple? Quand je dis celui qui dirige la relation, c'est le plus souple et pas le plus rigide, ça veut dire c'est celui qui s'adapte, c'est celui qui cherche à comprendre, c'est celui qui ne prend pas dans son ego éventuellement les réflexions de l'autre. Mais le salarié, il peut être aussi souple qu'il veut, il reste salarié. Oui, il reste salarié, mais à un moment donné, c'est pas sa position de salarié qui l'empêche. La position de salarié, c'est pas une position humainement inférieure. Non, pas du tout. Donc c'est une position hiérarchiquement inférieure. Oui, mais le patron, lui, il est hiérarchiquement supérieur. Oui, et alors? Donc en quoi le fait que le patron soit hiérarchiquement supérieur m'empêche moi de dire à mon patron, excuse-moi patron, je ne comprends pas ce que tu me dis, peux-tu rentrer dans le détail de ce que tu me racontes? Ça n'empêche aucunement le salarié de le faire, et c'est même conseillé, mais il y a plein d'entreprises où les patrons s'en moquent pas mal. Bien sûr, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je te pose la question. Voilà. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que quand à un moment donné les choses sont invivables, on va mettre en place une autre loi de Palo Alto qui s'appelle la loi de la variété requise, William Ross Ashby. C'est quoi? C'est fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours ce que tu as toujours obtenu. Si ce que tu obtiens te va, tu changes rien, voire t'en rajoutes. Et si ça ne te va pas, tu changes. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je change? Soit je change ma manière de communiquer avec mon patron, soit je change de patron. Ouais. Et dans le couple, pareil. Alors, dans le couple, c'est pas forcément pareil. Dans le couple... et d'ailleurs, dans la relation... Pardon, non, parce que ça me permet de faire le lien aussi avec une deuxième question que je voulais forcément te poser en parlant de la gentillesse, c'est... Tu sais, nous, quand on parle de relations, souvent les femmes ou les hommes me disent « Mais ouais, mais moi, mon problème, c'est que je suis trop gentille. » Sous-entendu, en étant trop gentille, je suis trop con, et du coup, je me fais tout le temps avoir. Et dans les relations, et ça, on va en parler après, il y a des personnes aussi qui profitent de ce qui pourrait sembler être juste de la gentillesse. On a bien compris qu'il y avait un cadre derrière. Mais du coup, quand je suis souple, que je me remets en question, et que j'ai un partenaire qui profite de ça, ou qui n'est pas dedans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la gentillesse, elle commence aussi par soi-même. C'est-à-dire, c'est jusqu'où je vais, c'est ça la notion de cadre. C'est jusqu'où je vais, jusqu'où j'accepte. Tu vois? Donc il y a des choses que j'accepte, je vais prendre sur moi, mais si je les accepte vraiment. C'est-à-dire, si par exemple je suis dans un couple et que mon mec ou ma femme décide toujours des vacances et que moi par souplesse je dis toujours oui, toujours oui, toujours oui, toujours oui, mais qu'ensuite en vacances je fais la gueule parce que je suis dans un endroit qui n'est pas terrible, ça va pas. C'est si j'accepte vraiment. Et si j'accepte pas vraiment, c'est là où je dis d'abord être gentil avec soi-même. Ça ne veut pas dire oui à tout. Ça veut dire à un moment donné, écoute, voilà, on établit un cadre. Il nous manque un cadre. Le gentil est pas con, le pas con c'est le cadre. On le co-crée, on le respecte et on le fait respecter sans aucun passe-droit à l'ensemble de la famille. Donc à un moment donné, si on dit ensemble, dans le cadre, une année c'est toi qui choisis, une année c'est moi, c'est plus pareil. Tu vois, ça change tout. Et alors après, dans le couple, il y a encore autre chose qu'on retrouve dans toutes les relations, c'est que exister, c'est être placé sous le regard de l'autre.
D'accord? Donc que ce soit avec son patron, avec un collaborateur, un ami, ou sa femme ou son homme. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passons notre temps, comme je l'expliquais tout à l'heure depuis tout petit, à essayer de retrouver tous les chemins possibles pour obtenir la reconnaissance, le regard et l'amour de l'autre. On est obsédé par ça. D'accord? Et donc pour ça, on est capable de se mettre des masques, de se travestir. Donc dans l'amour, il se passe quoi? Ces fameuses 3 premières années, où on est amoureux. La première, en général, elle est juste géniale. Oh, j'adore quand tu joues de la guitare, même si j'aime pas. Tu vois, c'est le sketch de, je sais plus comment elle s'appelle. De Florence Foresti. De Florence Foresti, voilà. Ou de Blanche Gardin avec le massage. Oh, les massages, j'adore les massages. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, il faut que tu regardes, c'est à mourir de rire. Et donc, du coup, on va être capable de se travestir, c'est-à-dire d'aller contre ce que l'on est vraiment, parce qu'on est tous des animaux, on est tous des pans qui font la roue pour pouvoir plaire à madame, et madame se fait belle pour plaire à monsieur, et on en oublie réellement ce que l'on est. C'est normal, c'est la phase de séduction. Mais après cette phase de séduction, on sait bien qu'il y a la vie réelle. Et la vie réelle, qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène la confrontation. Et la confrontation, c'est simple. Le monde est confrontation. Le monde est conflit. Ça ne veut pas dire qu'on se fout toujours sur la gueule. Ça veut juste dire que par nature, le monde, c'est la rencontre du monde de l'autre et du monde d'en face. On ne peut pas imaginer un monde sans conflit. Donc si moi, je commence à changer ma carte du monde, et que je me dis, tiens, le monde, il est fait de confrontation, de rencontres et de conflits, et bien à chaque fois que je vis un conflit avec mon épouse, c'est pour moi et pour elle un merveilleux moyen de progresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma nana en face de moi, ma petite femme Sophie, elle m'envoie des trucs, et que moi, je le prends en travers de la gueule, mon premier réflexe, c'est de dire, mais mon deuxième réflexe, c'est de me dire, là, elle fait le miroir chez moi de quelque chose que j'ai en déni. Et ce qu'elle met en miroir chez moi, eh ben, je vais essayer de comprendre. C'est forcément quelque chose qu'on a en déni? Ah ben, quand tu montes au rideau, c'est du déni, ouais. Ah ok, d'accord. C'est quelque chose que tu ne vois pas, et par définition, tu ne le vois pas parce que c'est du déni. Ah mais du coup, ça ne fait pas monter au rideau alors? Ben, si tu montes pas au rideau, ça va. Mais si par exemple, tu es, je sais pas, très méticuleuse, mais que pour toi c'est quelque chose d'essentiel et que moi je te dis, tiens Chloé, tu fais chier, t'es méticuleuse, tu m'énerves, tu peux pas éventuellement lâcher un peu, oh, lâche prise, et que toi tout d'un coup ça te met des boules, ben, ça va t'envoyer chez toi cette espèce de truc qui est que tu as peut-être développé, je dis n'importe quoi, dans ta famille par rapport à ton papa, ta maman ou je sais pas qui adulte autour de toi. Une manière d'être qui était qu'il fallait que tu sois méticuleuse parce que ton papa te disait mais enfin ma chérie, arrête de mettre des miettes partout quand tu manges. Tu vois? Et tout est lié, tout est lié. Et depuis tout petit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu construis un monde qui fait que tu fais tout en te posant la question, inconsciemment d'abord, puis ensuite consciemment, qui dois-je être? Que dois-je faire pour obtenir le maximum d'amour, de regard et de reconnaissance de l'autre? Ben dans le couple, c'est exacerbé. Alors dans le couple, ce qui est génial, c'est quoi? C'est que soit tu rencontres quelqu'un et tu as des basiques qui sont ensemble, qui sont là, et ces basiques sont formidables parce que tu peux tout d'un coup, parce qu'il y a de l'honnêteté, il y a du respect, c'est ça pour moi les basiques, les valeurs clés. Et puis il n'empêchera que malgré ces valeurs clés, tu te mettras sur la gueule de temps en temps avec ton mec ou ta nana. Et c'est la vie et c'est normal. Point. Et puis éventuellement, tu peux aussi te poser la question, de te dire, bon, on est dans une vision qui est chrétienne du couple, le couple est fait pour durer, mais qui a dit que le couple était fait pour durer? Le couple, il est fait pour progresser. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Après, moi, je suis pas un exemple, hein. J'en suis à mon 3e mariage. Par contre, je suis toujours ami avec mes 2 ex-femmes. Et il y a beaucoup de reconnaissance. C'est bien ça. Oui, mais au-delà du fait d'être bien ou mal, parce que c'est pas le fait de juger. Je pense pour les enfants, par exemple, c'est important. Bien sûr, c'est simplifiant. Pour les enfants, c'est très bien, c'est mieux. Mais au-delà de ça, c'est je prends le temps de ne pas juger l'autre justement dans ce qu'elle m'a amené ou ce qu'elle m'a pas amené, ce que j'aurais aimé qu'elle m'amène ou pas, et je comprends moi aujourd'hui à mon 3e couple que justement il y a des choses essentielles, qu'il faut que ces choses soient essentielles, que parfois on peut se tromper, on peut croire qu'on les voit puis elles y sont pas, mais quand elles y sont, toutes les femmes pour les hommes, et tous les hommes pour les femmes, et puis éventuellement croisés, hein, pour les hommes qui sont avec des hommes et les femmes avec les femmes, tous les couples se font, et il y aura toujours, dans cette relation de couple, il y aura toujours cette notion de miroir, avec cet homme, cette femme qui renverra à son partenaire, à sa partenaire, des choses qu'elle n'a pas envie de voir, mais qui sont bien là. Et ça, c'est génial. Le couple, c'est une rencontre de l'autre, mais c'est d'abord, Chloé, une rencontre de soi. Ah bah ça, c'est clair.
et une rencontre, j'allais dire, un miroir bien chirurgical. Et le mieux du mieux, y compris avec nos enfants. Ouais. Nos enfants, Ça, si je tu l'ai as pas un encore merveilleux. Ah, mais c'est expérimenté, juste génial, t'imagines mais je même pense pas. que ça doit être vraiment Bien sûr. quelque chose. Et c'est pas facile parce que pour le coup, avec La les enfants, parentalité, ça doit vraiment être... là, c'est une grande responsabilité. Je pense que ça doit Moi, j'ai être fait un des vrai enfants très challenge. tôt. J'avais Bah oui, je me 21 ans, disais, 21 ans quand j'ai eu ma fille Amandine, tu vois. ouais, c'est tôt. Et c'était hyper tôt, j'étais pas du tout mature. Et je me rends bien Après, ça compte, veut rien dire, hein, mais... quand on dit mariage plus vieux, mariage heureux, plus vieux, c'est pas la pluie, hein. C'est plus vieux au sens plus vieux. C'est plus tu te maries vieux et plus en général t'es apaisé, en tout cas normalement, hein, on va pas généraliser, pour pouvoir avoir une relation qui sera plus apaisée. Et des enfants qui éventuellement me permettront de jouer ma véritable responsabilité, c'est-à-dire de les faire pas pour moi, mais de les faire pour eux. Mais ben justement, par rapport aux enfants, je trouve que c'est un bon exemple parce que, donc tu disais, voilà, on a pris l'exemple du patron avec le salarié, le couple, en gros, voilà, tu mets ton cadre, un couple c'est fait pour progresser, et plus on est souple, forcément ça se passera mieux, et en soi, si la relation se termine parce que chacun ne veut pas la même chose, la relation peut s'arrêter. Mais avec les enfants, pareil. on peut pas leur dire, bon toi, allez hop, tu sors de la maison, t'es plus mon fils. Non, bien sûr que non. Alors, les enfants, c'est là où c'est important. Où la parentalité, elle démarre. Et là aussi, ça a été démontré par tous les neurosciences aujourd'hui, par cet homme merveilleux qui est Boris Cyrulnik. Moi, je bois ses paroles. Ça démarre dans le ventre de maman. On sait qu'une maman apaisée et sécurisée fait une maman sécurisante. Et on sait aussi d'ailleurs aujourd'hui que l'environnement de la maman transperce, si j'ose dire, son ventre et va nourrir l'enfant dans le liquide amniotique de toutes ces hormones qui le traversent. Donc une maman qui est insécurisée va avoir une espèce de lien insécurisant pour cet enfant. Donc ça commence là. La présence du père, entre autres. La présence du père avec le respect, la bienveillance et tout ce qu'il peut y avoir de sécurisant. Tout ça, ça a été mis en exergue par une grande dame que moi j'ai modélisée, entre autres, qui est Maria Montessori. Tu sais, des écoles Montessori. Et Maria Montessori, elle expliquait, entre autres, que... j'ai compris qu'il est marié à Montessori. De Maria Montessori. Qui était une merveilleuse femme italienne, une des premières femmes médecins d'Italie, fin du 19e, début du 20e. Et aujourd'hui, on parle de l'enseignement Montessori, et on fait des raccourcis, on parle beaucoup des outils d'une école Montessori. Mais au-delà des outils qui sont chouettes, il y a toute une démarche et une philosophie. Elle disait déjà, pour changer le monde, il faut changer notre manière d'éduquer les enfants. Déjà. Parce que ça va très vite si on éduque les enfants de manière formidable et qu'on prend cette conscience-là. Le monde change tout de suite à la prochaine génération. Sauf que pour pouvoir éduquer les enfants, il faut que les parents changent eux-mêmes. Donc elle disait que pour qu'un enfant, on parle de la contenance, c'était ce concept de contenance. Pour qu'un enfant puisse se développer dans le ventre de sa maman, il y a 5 points. Le premier point, c'est que dans le ventre de maman, le bébé est sécurisé. Il est dans le liquide amniotique, il est sécurisé des coups, de la chaleur, des variations de température, etc., etc. Il est en profonde sécurité. Le deuxième point qui fait que ce petit enfant se développe dans le ventre de maman, c'est que maman répond à ses principaux besoins. Ses principaux besoins, c'est nourriture, hygiène et contact, amour. Le troisième point, c'est que c'est un être profondément de relation. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le ventre de sa mère, non seulement en relation intime avec sa maman, mais en relation avec le monde. Il entend le chien qui aboie, papa qui parle contre le ventre en disant « Coucou, c'est papa ». Il entend la musique de la boîte de nuit ou de la chaîne stéréo, etc., etc. Quatrième point, c'est que dans le ventre de maman, c'est déjà un être de création et de développement. C'est-à-dire que depuis la rencontre ovule-spermatozoïde et la démultiplication cellulaire, qui donne naissance à un petit bourgeon, qui donne naissance à un fœtus, qui donne naissance à un enfant qui est viable au bout de 6 mois et quelques, eh bien tout ça se crée, se développe et on porte ça dans notre ADN. Et le cinquième point, c'est que cet enfant porte en lui les germes du plaisir. Entre autres, normalement, on a tous été plutôt fait dans le plaisir, mais on sait aussi que dans le ventre de maman, les premiers sens que l'enfant développe, c'est le sens kinesthésique, le sens du toucher, où il va se frotter contre la paroi utérine, etc. On voit dans le ventre de maman des petits garçons qui ont déjà, alors on va dire morphologiquement, une petite érection. Enfin, et ça, c'est les 5 points qu'elle met en exergue. Elle dit, pour pouvoir éduquer un enfant, le parent, le monde parental, la parentalité, les éducateurs
doivent recréer le plus possible ces 5 points de la contenance. Ils doivent le sécuriser. Comment on fait pour sécuriser un enfant dans une école Montessori ou dans une famille? Bien sûr, on le sécurise avec un toit, etc. Mais surtout, on le sécurise au sens, on crée des règles du jeu. On partage avec lui des règles du jeu. On sait qu'un enfant, Maria Montessori en Italie, quand elle récupérait les mômes qui étaient sans cadre, sans règles dans la rue, c'était des sauvageons. Et on sait aujourd'hui que pour les sécuriser, pour les remettre dans un droit chemin, immédiatement, et c'est Boris Cyrulnik qui en parle, quand tu crées un cadre et que tu leur donnes de l'amour, tu crées chez eux une capacité de résilience. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, répondre aux principaux besoins. Principaux besoins d'un petit gosse, c'est simple, bien sûr la bouffe et l'hygiène, mais c'est donner du sens à ce qu'ils font, et c'est leur créer l'autonomie. Dans une école Montessori, Maria disait, les enfants de l'école disaient « apprends-moi à faire tout seul ». Et puis dernier point, permettre l'affirmation de soi. D'accord? C'est-à-dire, quand l'enfant dit « je ne veux pas apprendre tel truc, mais je veux plutôt travailler sur telle autre chose », c'est lui permettre ça. C'est comprendre qu'un enfant, biologiquement, il n'apprend pas à marcher de la même manière, à la même vitesse et au même âge. Il n'apprend pas à parler de la même manière, à la même vitesse, au même âge. Et que donc son apprentissage vient de sa capacité à pouvoir vivre les choses telles que lui a besoin et envie de les vivre. Ce qui va malencontreusement à l'encontre de toute l'éducation nationale. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent quand même malgré tout. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, être de relation. C'est créer autour de cet enfant tout ce qui peut le mettre en relation avec le monde. Donc dans une école Montessori, tu as des gosses de plein d'âge. Ils rencontrent du monde, on les fait sortir, on les socialise au sens où on les ouvre au monde. On ne leur fait pas craindre le monde, on les ouvre au monde. Quatrième point, créativité et développement. On leur fait mélanger les matières, on leur fait faire des trucs nouveaux, on les fait agir de manière incroyable en leur demandant de faire de la créativité sur tout, c'est un truc génial. Et puis cinquième point, comme des petits animaux, on sait que les enfants, ils apprennent dans le plaisir et l'enthousiasme. Un petit gosse de 2 ans, 3 ans, il va s'enthousiasmer, je sais pas, 100 fois par jour. Là où nous, en tant qu'humains, on va s'enthousiasmer, Chloé, peut-être 1 ou 2 fois par an. Toi, tu es encore jeune, 3-4 fois par an. Tu vois, pose-toi la question, quand est-ce que pour la dernière fois, j'ai fait une chose pour la première fois? C'est forcément ça l'enthousiasme? Ben, en tout cas, en général, quand tu fais une chose pour la première fois et que c'est chouette, ça t'amène de l'enthousiasme. Ouais. Tu vois? Mais voilà, alors qu'un petit enfant, il va s'enthousiasmer pour tout. Il va voir une petite coquille d'escargot, il va être comme un dingue. Tu lui fais un magnifique cadeau, toi tu vas t'emmerder la vie à lui trouver le super beau cadeau et lui il va s'enthousiasmer parce que le bolduc du paquet est absolument génial. Tu vois? Eh bien, dans la vie professionnelle, entre autres, et moi c'est pour ça que je parle dans les entreprises de ce que j'appelle l'entreprise contenante, et du management contenant, tu recrées les mêmes 5 points. Tu sécurises, tu réponds aux principaux besoins, autonomie, affirmation de soi, création de la relation, bien sûr, du sens. Hein. Troisième point, la relation, la créativité, le développement, le plaisir et l'enthousiasme. Ben, quand tu fais ça, quand tu fais ça dans le couple, quand tu fais ça dans tous les contextes, tu t'aperçois que ben, ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ces différents points. Il me reste une dernière question à te poser, c'est par rapport... En fait, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'accompagne des femmes qui sont en dépendance affective. On le voit dans les différents peurs dans la relation. Mais souvent, la peur de ces femmes-là, c'est de souffrir dans la relation si elles sont trop gentilles. Et je m'explique, par exemple, souvent les femmes qui souffrent de dépendance affective, mais c'est pareil avec les hommes, c'est des personnes qui sont très empathiques, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ne mettent pas de cadre à leur empathie, et qui du coup développent 2 problèmes. Premièrement, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, ou le syndrome de la sauveuse, j'en ai parlé avec Hélène Fekali la dernière fois dans mon interview. Donc en fait, pour avoir cet amour-là, je vais développer des stratégies de sauvetage qu'on m'a pas demandé, pour des personnes qui n'en ont pas besoin, pour me sentir aimée, alors qu'en fait ça me détruit moi. Et ça détruit la relation. Et deuxièmement, et ça je ne sais pas si tu as déjà abordé le sujet, mais il y a aussi des personnalités toxiques qui sont intéressées par les personnes empathiques, qui justement donnent leur attention. Et donc du coup je me demande, quand on veut être gentil pour faire progresser la relation, comment on fait pour se protéger quand même, pour ne pas souffrir, éviter les nuisances toxiques? Alors, c'est déjà c'est être très présent à la relation. Alors d'abord, je mets un truc entre parenthèses, c'est
on est rentré depuis une dizaine d'années dans l'ère de la toxicité. C'est-à-dire on voit des pervers narcissiques partout, il ne faut pas exagérer. Des vrais pervers narcissiques, il n'y en a pas partout. Il y a des gens toxiques, il y a des gens qui ont des comportements toxiques, mais qui, en termes d'identité, si tu vois les niveaux logiques de ce que je veux dire, ne sont pas des pervers narcissiques. Ils peuvent avoir des comportements narcissiques, ou ils peuvent avoir des stratégies, ou des valeurs qui ne sont pas des valeurs qui correspondent aux tiennes et qui te font penser qu'il est plutôt pervers ou narcissique. Voilà. On est tous plus ou moins pervers dans nos relations, on est tous plus ou moins manipulateurs. Alors, manipulateur toxique, oui, pervers narcissique. Non, mais pervers narcissique, pas au sens médical du terme. Hein. Oui. Voilà, donc des vrais pervers narcissiques, on n'en rencontre pas tous les jours. Moi, dans ma carrière, j'en ai rencontré 2, des vrais. Voilà, 2 vrais. Après, les gens, les autres, ben, c'est des gens qui, comme on l'expliquait tout à l'heure, sont des gens qui vont avoir des comportements qui eux-mêmes sont des comportements qui font tout pour rechercher la reconnaissance et l'amour de l'autre. Pour eux. Hein. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand toi, tu es face à quelqu'un que tu vas, non pas juger, mais que tu vas observer comme ayant des comportements qui sont difficiles pour toi, la première des choses, c'est de t'en rendre compte, d'être présent à ça, et de te rendre compte que moi, je suis resté très longtemps avec une compagne extraordinaire, mais qui ne m'allait pas, et qui avait elle-même des comportements qui étaient très, à mes yeux en tout cas, très lointains, qui ne reconnaissaient pas tout l'amour que je pouvais développer pour elle. Tu vois, et je suis resté longtemps, puis j'ai une de mes amies un jour avec qui je déjeune, et puis je lui explique que j'en avais marre, etc. Ça fait 10 ans que j'étais avec elle. Et elle me dit, Franck, pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? C'est quoi ton bénéfice? Tu vois? Et mon bénéfice, c'était précisément, j'avais ce bénéfice qui consistait à tout faire, effectivement, je m'étais fixé une espèce d'objectif inconscient qui était j'aurais l'amour de cette nana. Et mon bénéfice, c'était d'être le gentil petit garçon qui lui-même n'avait jamais eu la possibilité d'avoir l'amour de sa maman quand il lui donnait cet amour. Et je ne pouvais pas avoir l'amour de ma mère parce que c'était ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, souvent, est attaché à des choses qui nous touchent, nous, et qui font qu'à un moment, on est bien obligé, on devrait être conscient de ce qui se passe pour, loi de la variété requise dont je te parlais tout à l'heure de William Ross Ashby, il faut vraiment que je le lise. Être conscience que quand je fais ce que je fais, j'obtiens un truc qui ne me va pas. Et qu'il faut que je change n'importe quoi d'autre, mais qu'il faut que je fasse n'importe quoi d'autre que ce que je fais habituellement. Donc si je suis le gentil couillon qui rentre devant sa nana, et qu'à chaque fois, je me prends des claques et que je me dis « Oh bah quand même, elle pourrait reconnaître que je l'aime, tout ce que je fais pour elle quand même !» Mais si je ne vois pas et que je ne suis pas conscient ici et maintenant de ce qui se passe, je peux continuer ad vitam aeternam. Après, ça demande aussi, pour les personnes qui nous regardent, je pense que quand il y a aussi, moi ce que je dis souvent à mes clientes qui viennent me voir, généralement après avoir fait une psychothérapie, c'est la prise de conscience ne fait pas le changement. Donc déjà l'observer, c'est une première chose. Maintenant, quand il s'agit de dépendance, il y a souvent un accompagnement qui est nécessaire. Bien sûr. Parce que, loi de la variété requise, je me choisis, je m'affirme, je pose mon cadre. Ouais, enfin, si c'était si simple. Non, mais comme tu dis, c'est parfait. C'est déjà la prise de conscience. Ouais. Voilà. Et cette prise de conscience, elle doit nécessairement, quand je dis nécessairement, c'est si ça ne me va pas. Parce que je peux en trouver un bénéfice parfait. Hein, je peux continuer. Il y a des gens qui vivent pendant 50 ans comme ça et qui trouvent ce bénéfice merveilleux de ne pas pouvoir baiser maman, si j'ose dire. Tu vois ? Ça existe, hein, il y a des couples qui tiennent comme ça. Bien sûr. Mais du coup, ça ne te... De ne pas être seul, parce que se prendre des gifles toute la journée, on est d'accord que c'est pas bien sûr. Oui, sauf que parfois, justement, c'est complètement raison, la relation d'aide avec un regard extérieur est complètement nécessaire. Moi, j'ai fait 15 ans de psychanalyse. Voilà, 15 ans de psychanalyse. Et avant, j'avais fait 10 ans de psychothérapie. Donc j'ai fait globalement 25 ans de travail sur moi, de dépouillement personnel. Pas de développement, je ne me suis pas du tout développé, je me suis dépouillé. Et mon objectif, c'était pas de me développer, c'était de me dépouiller. C'était de comprendre qu'il y avait des trucs qui étaient lourdingues chez moi, et que, tu sais, on fait souvent ces rêves où tu essayes de courir, tu peux pas courir. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je fais des rêves, j'ai fait pendant des années cette espèce de rêve où je voulais courir, et j'étais là, je pouvais pas courir, comme si j'avais les pieds qui étaient englués, j'arrivais pas, c'était terrible. Ouais, pour moi, ce travail, c'est un travail de dépouillement personnel. Mais ce travail de dépouillement personnel, il est déclenché par cette prise de conscience, qui est que si je reste, je meurs. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, tu dois sûrement le connaître, il y a un exercice qui est génial en PNL avec ça, c'est le Dickens.
Ah non, je le connais pas. Tiens, c'est quoi? Ouais, Alors, ça peut c'est être un sûr autre que nom. tu le connais. En fait, il y a un monsieur qui a écrit une histoire qui s'appelle. Donc, l'auteur s'appelle Charles Dickens, et c'est une histoire où il y a, je crois, un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Grunge, et qui le soir de Noël n'a pas d'amis, il est vieux, il est malade, et à ce moment-là, je crois qu'il y a un esprit qui vient le voir et qui lui montre ce que sera la fin de sa vie s'il ne change pas, et il lui montre ce qui sera la fin de sa vie s'il change. Et en fait, nous, le Dickens, pour celles qui l'ont fait, vous me direz dans les commentaires, donc avec moi en séance, c'est un exercice où on utilise 2 lignes du temps. Ouais. Donc, chemin A si je change pas, chemin B si je change. Et le thérapeute, avec de la thérapie d'impact, il va vraiment, mais limite, gifler son client. Mais en fait, si t'arrêtes pas de fumer ou si t'arrêtes pas d'être dans des relations de merde, voilà comment tu vas crever. D'accord, oui, d'accord. C'est ce que vraiment... j'appelle le film d'horreur. D'accord. Ok, bah, le film d'horreur, voilà. Et après, le film de la réussite ou je sais quoi. Il est juste. Et qu'est-ce qui se passe si? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe si? Tu l'as fait, et qu'est-ce donc que tu veux, celui-là. bien sûr. Mais il est Moi j'appelle ça le exceptionnel. film d'horreur. Ouais. Quand je sais que je vais faire celui-là, je me retrousse les manches et je suis bien contente. C'est un merveilleux exercice de repérage. Ouais. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous partager, si tu le souhaites, ton apprentissage du moment, pro, perso, ton cheminement, ton challenge, et où est-ce que tu te vois dans le futur? Alors, je me vois pas dans le futur. Mon futur, c'est maintenant. Moi, time et pas tout le time. Ouais, moi, je suis. Ça fait 20 ans que je suis tous les enseignements d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. D'accord. Et ma grande marrant, découverte, c'est Winnie l'ourson qui dit à Porcinet. Tu connais le dessin animé? Oui. Voilà, ils sont en train de c'est lointain, mais. Ils sont en train de se balader dans la forêt, et puis tu as Winnie qui dit à Porcinet, dis donc, quel jour on est? Et Porcinet regarde, et il dit, écoute, je crois qu'on est aujourd'hui. Et Winnie lui fait, oh, génial, c'est mon jour préféré. Voilà, donc je ne me vois pas du tout dans l'avenir. Okay. Je me vois ici et maintenant, et en fait, je gobe Pour moi, la vie, c'est pas une histoire. La vie, c'est ici et maintenant. La vie, elle se déroule ici et maintenant, comme tu sais, la pointe du diamant qui tourne sur le disque. La vie, elle se passe là. Mais pourquoi c'est aussi important pour toi le moment présent? C'est important, mais... Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ouais, mais c'est important aussi des fois pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui, bien sûr, moi je le fais, je pense à mes vacances, je me projette. Par exemple, bien sûr. Mais non, là j'ai plus d'objectif. Okay. Moi, mon objectif, c'est de vivre en permanence du mieux que je peux l'instant présent. C'est ça mon objectif. Et depuis que je n'ai plus d'obsession de chiffre d'affaires, d'obsession de développement, d'obsession de est-ce que mon couple va durer, d'obsession, etc., comme par magie, je ne manque pas de chiffre d'affaires, je ne manque pas d'affaires, et j'ai une petite femme que j'aime et qui m'aime comme pas possible. Bah, c'est marrant parce que dans l'interview, vous la verrez plusieurs semaines avec le décalage, mais je parlais justement à Brenda Boucris 4 heures avant à peu près, et elle me disait, mais en fait, moi, ce qui m'a poussée à vouloir beaucoup réussir, c'était mes fantasmes de l'ego, etc. Et quand j'ai atteint tout ça, non seulement je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me nourrissait en soi, mais surtout je lui disais, bah en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le fait de ne plus tout de suite développer autant d'objectifs et d'obsessions de grandir dans l'ego, bah, ça te ramène à l'essentiel de ce que tu vis aujourd'hui et de ce qui nous remplit. Et je pense que des fois, l'ego, il essaye aussi de nous projeter pour nous rassurer. Oui, il se protège, il se sécurise, bien sûr. Cet ego, il est juste à la fois génial parce qu'il nous a sauvés, il nous a sécurisés, il nous a appris à nous adapter, et en même temps, il est très destructeur si on n'en a pas la conscience. Voilà. Et donc souvent, effectivement, moi pendant des années, quand j'étais chef d'entreprise avec mon agence de publicité, on était les rois des plans à 5 ans. Toutes les entreprises avec lesquelles je bosse, c'est les plans à 5 ans. Mais je dis, mais faites déjà des plans à la journée, ça sera pas mal, quoi. Plus vous planifiez loin, plus vous vous plantez. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des perspectives, c'est important. C'est important parce qu'on vit dans un monde de temps, de planning, de rendez-vous. Tout à fait. Voilà. Donc là, forcément, on est obligé de vivre avec le temps. Exactement. Mais la vie, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est ici et maintenant. Tout à fait raison. Eh bien, écoute, je te remercie. Je t'en prie, c'était vraiment très riche pour moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, du coup, pour les personnes qui nous ont regardés, mettez-nous un pouce vers le haut pour nous encourager à continuer ces interviews, mais aussi pour que cette vidéo elle soit le plus vue possible. Si vous avez des questions pour Franck, vous pouvez lui poser dans les commentaires. Et puis, des réactions également pour nous dire ce que vous en avez appris et ce que vous en avez retenu.
Franck, j'aimerais pouvoir mettre dans la description de la vidéo tes ouvrages Ouais. pour que les personnes puissent aller les regarder. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu nous recommandes? Je sais pas, un site, une chaîne YouTube, des interventions? Dans ce que je fais moi, tu veux Oui, dire? oui, oui. Non, moi j'ai une chaîne YouTube mais j'alimente très peu. Je suis un peu réseaux sociaux mais assez peu. De temps en temps j'ai des émissions qui ont été enregistrées, des replays à la télé ou à la radio. Non, effectivement j'ai mes ouvrages et puis j'ai mon petit site internet où il y a plein de choses qui se passent dessus, quoi. Mais je suis pas un aficionados, non pas que j'aime pas, parce que j'essaie de le faire, mais je suis plus du tout obsédé par les réseaux sociaux comme j'ai pu l'être il y a une dizaine d'années en me disant il faut absolument. Voilà, non, non, non. Eh ben, si vous avez envie d'aller regarder en tout cas les ouvrages ou le site, vous pourrez. Ah, les ouvrages, vous pouvez les acheter Voilà, ça c'est volontiers. super. Eh ben, je te remercie beaucoup et je te Je souhaite de t'en prendre prie. soin de toi. Merci Chloé. Au revoir. Claps. Oui.